Lors d'un dîner de famille, grand-mère m'a demandé, est-ce que les 1500 € que je t'envoie chaque mois te suffisent? J'ai répondu, quel argent? Tout le monde a regardé mes parents, qui ont pâli. Grand-mère leur a dit quelques mots, et puis c'est arrivé. Je m'appelle Amandine, j'ai 19 ans, et j'ai toujours été dans l'ombre de mon frère. Henri a 2 ans de plus que moi et, aux yeux de mes parents, il ne pouvait rien faire de mal. Il était leur enfant chéri, le génie des mathématiques qui remportait les Olympiades sans sourciller, alors que je devais étudier pendant des heures juste pour maintenir des notes correctes. Mes parents n'ont jamais essayé de cacher leur favoritisme. Quand Henri a eu 16 ans, ils lui ont acheté une voiture neuve. 2 ans plus tard, quand ce fut mon tour, j'ai eu un vélo acheté en solde. Je me souviens m'être forcé à sourire et à les remercier, alors que intérieurement j'étais anéanti. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir valorisé était ma grand-mère. Elle se souvenait de chaque anniversaire, me donnait de l'argent de poche et avait promis de m'aider quand je commencerais l'université. Cette promesse m'a permis de tenir pendant le lycée. J'ai été accepté dans une université d'une autre ville avec une bourse partielle et j'ai emménagé dans la résidence universitaire. Je pensais que grand-mère enverrait de l'argent comme elle l'avait promis, mais rien n'est venu. Quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, elle a piqué une crise. Tu peux être aussi égoïste, m'a-t-elle hurlé au téléphone. Grand-mère a des problèmes d'argent en ce moment. Tu devrais avoir honte de demander. Trouve un travail au lieu de mendier. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à travailler dans un café près du campus, ce qui m'aidait pour la nourriture car il me donnait parfois des repas gratuits et laissait les employés acheter les invendus de la veille à prix réduit. Mais ce n'était pas suffisant pour couvrir toutes mes dépenses, alors j'ai pris un deuxième emploi, rédigeant du contenu pour des sites web. Entre 2 emplois et mes cours, j'avais à peine le temps de dormir. Même avec les 2 emplois, j'avais du mal. Il y avait des moments où le café fermait pour les vacances ou pour maintenance, et je restais affamé. Une fois, ils ont fermé pendant une semaine pour des raisons sanitaires et j'ai failli m'évanouir de faim. Ma colocataire, Sophie, m'a sauvé en partageant sa nourriture et son argent. Quand mon ordinateur portable est tombé en panne, j'ai pleuré toute la journée. J'en avais besoin pour mon travail de rédaction et mes études, mais je n'avais pas d'argent pour les réparations. Encore une fois, Sophie est intervenue, empruntant 500 € à ses parents pour m'aider. Je notais chaque centime dans un carnet, déterminé à la rembourser un jour. Mon frère, pendant ce temps, était censé réussir brillamment à l'université, selon mes parents. Il disait qu'il était tellement occupé par ses études et ses examens qu'il ne pouvait même pas venir aux réunions de famille. Je lui parlais rarement directement, juste des SMS occasionnels où il semblait distrait et vague sur sa vie. C'est ainsi que les choses se sont passées jusqu'au week-end dernier, quand j'ai pris un bus pour ma ville natale pour l'anniversaire de grand-mère. J'étais excité de la voir, même si mon portefeuille était douloureusement mince après lui avoir acheté un petit cadeau, une photo encadrée de nous deux lors de ma remise de diplôme du lycée. Quand je suis arrivé chez grand-mère, la fête battait déjà son plein. Mes parents étaient là, ainsi que des tantes, des oncles et des cousins. La seule personne manquante était Henri. Où est Henri? Ai-je demandé en faisant un rapide câlin à ma mère. Oh, il est débordé par la préparation de ses examens, a répondu papa rapidement. Il t'envoie tout son amour. La table à manger de grand-mère était chargée de nourriture, plus de nourriture que je n'en avais vu depuis des mois. Mon estomac gargouillait alors que je prenais ma place, essayant de ne pas paraître trop impatiente en remplissant mon assiette. Nous avons commencé par les toasts, chacun à son tour louant la sagesse et la générosité de grand-mère. Puis la conversation s'est divisée en petits groupes pendant que nous mangions. Je savourais tranquillement mon repas quand mon cousin Théo m'a regardé de l'autre côté de la table. Dis donc, Amandine, pourquoi es-tu si maigre? Tu as perdu énormément de poids, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue, oh, tu sais, ces étudiantes et leur régime à la mode. Elle fait probablement ce truc de jeûne intermittent. J'ai ouvert la bouche pour la corriger, mais grand-mère a parlé la première. Théo a raison. Amandine, tu es trop mince. Ses yeux se sont plissés d'inquiétude. Les 1500 € que je t'envoie chaque mois ne te suffisent pas pour manger? La fourchette m'a glissé des doigts et a cliqueté sur mon assiette. La salle à manger est tombée silencieuse. Quel argent, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Grand-mère, je n'ai reçu aucun argent de ta part. Pas depuis que j'ai commencé l'université. Le silence autour de la table s'est alourdi.
Tous les yeux se sont déplacés entre moi et mes parents. Robert, Elisabeth, dit grand-mère, sa voix dangereusement calme alors qu'elle s'adressait à mes parents, auriez-vous l'amabilité de vous expliquer? Les lèvres de maman tremblaient. Mère, c'est une situation compliquée. Peut-être ne devrions-nous pas en discuter devant tout le monde. Je n'ai rien à me reprocher, la coupa grand-mère. Dites-nous ce que vous avez fait de l'argent d'Amandine. Et si vous ne nous dites pas tout maintenant, j'appelle la police. Ma mère a fondu en larmes. Papa s'est raclé la gorge et a regardé ses mains. Nous avons utilisé l'argent pour Henri, a-t-il admis. Il a un problème de jeu. Il s'est lié avec de mauvaises fréquentations au lycée et ça n'a fait qu'empirer. Nous avons tout essayé, les thérapeutes, les cliniques, ils n'arrêtent pas de rechuter. Alors que papa continuait d'expliquer à grand-mère, mon esprit revint en arrière sur mon enfance. Toutes ces fois où Henri obtenait tout ce qu'il voulait, toutes ces fois où on me disait d'être plus comme lui, toutes ces fois où j'avais faim en travaillant à 2 emplois, pensant que ma grand-mère avait oublié sa promesse. La voix de grand-mère coupa la tension. Tout le monde, s'il vous plaît, continuez à profiter de la fête sans moi. Elle se leva, son visage un masque de colère contenue. Robert, Elisabeth, dans mon bureau, maintenant. Mes parents la suivirent sans un mot, les épaules voûtées comme des enfants réprimandés. Je restais figé sur ma chaise, à peine consciente des conversations gênées qui reprenaient autour de moi. Mon cousin Théo me tapota l'épaule et murmura « ça va ». Mais je ne pouvais même pas hocher la tête. Je m'excusai et me dirigeai à pas de loup vers le couloir. La porte du bureau de grand-mère était fermée et j'appuyai mon oreille contre elle, m'efforçant d'entendre. Les voix étaient trop basses, ce qui était en quelque sorte pire que des cris. Je ne pouvais saisir que des fragments, des années de mensonges. La voix de grand-mère, essayait de l'aider. Le ton désespéré de papa, aucune excuse. Encore grand-mère. Je retournai à ma place, poussant la nourriture dans mon assiette pendant que mon esprit s'emballait. 30 minutes plus tard, mes parents sortirent du bureau. Les yeux de maman étaient rouges et gonflés. Ils ne parlèrent à personne, prirent juste leur manteau et partirent sans dire au revoir. 5 minutes plus tard, grand-mère revint, un sourire forcé sur le visage. « Qui est prêt pour le gâteau ?» demanda-t-elle comme si de rien n'était. La fête continua maladroitement, les invités faisant semblant de ne pas remarquer l'éléphant dans la pièce. Quand le dernier invité fut parti, grand-mère me prit la main. « Amandine, je ne pense pas que tu devrais rentrer chez toi ce soir. Reste ici quelques jours. » Je hochai la tête, soulagé. L'idée d'affronter mes parents me rendait physiquement malade. Le lendemain matin, grand-mère m'installa à la table de sa cuisine avec une tasse de café. Ses yeux étaient fatigués, mais sa voix était ferme. « Je dois te raconter tout ce que j'ai appris de tes parents hier, dit-elle. Je n'ai jamais directement payé tes frais de scolarité ni ceux d'Henri. J'ai donné l'argent à tes parents parce que je leur faisais confiance. Je ne voulais pas m'occuper des virements bancaires, ça me semblait trop compliqué à mon âge. » Elle prit une gorgée de son café. « Tu as eu une bourse partielle. Au lieu des 100 000 € pour tes études, cela n'a coûté que 40 000 €. Ils ont empoché les 60 000 € restants et les ont dépensés pour Henri. » Mes mains tremblaient autour de ma tasse. « Il y a plus. » Grand-mère me regarda droit dans les yeux. « Henri n'est jamais allé à l'université. »« Quoi ?» J'ai failli renverser mon café. Mais ils ont toujours dit. Après le lycée, ils l'ont envoyé à Aix-les-Bains pour l'éloigner de ses amis joueurs. Ils pensaient qu'un nouveau départ l'aiderait. Elle secoua la tête. Ça n'a pas marché. Il a trouvé de nouveaux amis avec les mêmes mauvaises habitudes. Alors toutes ces fois où il disait qu'il était occupé par ses examens. Des mensonges. Je lui ai donné 80 000 € pour ses études aussi, les jointures de grand-mère étaient blanches autour de sa tasse, plus l'allocation mensuelle que je t'envoie, 1 500 € chaque mois depuis presque 2 ans maintenant. Je me sentis mal. Je ne savais rien de tout ça. Je pensais qu'Henri était à l'université pendant tout ce temps. Je veux dire, chaque fois que je rentrais à la maison, il était toujours sur son ordinateur. Je supposais qu'il étudiait. Il jouait en ligne, la voix de grand-mère était plate. Tes parents ont payé ses dettes, l'ont mis en cure de désintoxication, ont payé des thérapeutes. Rien n'a fonctionné. Les larmes me montèrent aux yeux. Pendant tout ce temps, j'ai travaillé à 2 emplois. Il y a eu des semaines où je ne pouvais pas me permettre de manger correctement.
Ma colocataire a dû me prêter de l'argent quand mon ordinateur portable est tombé en panne. Je sais, ma chérie. Grand-mère tendit la main par-dessus la table et me serra la main. Et je suis tellement désolé. J'aurais dû vérifier directement avec toi. Que va-t-il se passer maintenant, demandai-je en essuyant mes yeux. Tu continues à étudier. C'est ton travail. Sa voix était ferme. Et à partir de maintenant, je te virerai 2000 € directement sur ton compte chaque mois. Plus d'intermédiaires. Je suis resté chez grand-mère pendant 3 jours de plus. Nous avons beaucoup parlé de l'école, de mes amis, de mes rêves pour l'avenir. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelqu'un m'écoutait vraiment. Mes parents ont appelé plusieurs fois, mais grand-mère leur a dit que je n'étais pas prête à parler. Je n'étais pas sûr si je le serais un jour. Quand il fut temps de retourner à l'université, grand-mère me conduisit à la gare routière. En nous disant au revoir, elle me glissa une enveloppe dans la main. « Fonds d'urgence », dit-elle. « Ne me dis pas que tu ne vas pas la prendre. » De retour à l'école, les choses ont vite changé. La première chose que j'ai faite a été de quitter mon emploi de rédactrice de contenu. Avec l'argent de grand-mère, je pouvais me concentrer sur mes études et travailler juste au café le week-end. J'ai acheté de nouveaux vêtements, rempli mon mini-réfrigérateur avec de la vraie nourriture et remboursé chaque centime que je devais à Sophie. Pour la première fois depuis le début de l'université, je n'étais pas constamment épuisé et affamé. Mes notes se sont améliorées et j'ai même rejoint un groupe d'études. C'était comme sortir d'une pièce sombre pour entrer au soleil. 2 mois plus tard, j'étais assise à la bibliothèque du campus quand quelqu'un m'a tapoté l'épaule. J'ai levé les yeux pour voir grand-mère debout là, souriant. « Inspection surprise », annonça-t-elle assez fort pour nous valoir un regard noir de la bibliothécaire. « Grand-mère ». Je me suis levé d'un bond et les serré dans mes bras. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « Juste m'assurer qu'au moins un de mes petits-enfants va réellement à l'université », fit-elle un clin d'œil. « Allons déjeuner, j'ai quelque chose à te dire. » Autour de sandwich au café du campus, grand-mère lâcha une autre bombe. « J'ai refait mon testament », dit-elle nonchalamment, comme si elle commentait la météo. « Tu es ma seule héritière maintenant. » J'ai failli m'étouffer avec mon thé glacé. « Quoi ? Pourquoi ? Tes parents ont déjà reçu plus de 250 000 € de ma part. C'est leur part. » Elle prit une bouchée de son sandwich. Je les ai informés de ma décision. Ils n'étaient pas contents, mais franchement, je m'en fiche. Grand-mère, je n'ai pas besoin. Il ne s'agit pas de besoin, Amandine. Il s'agit de confiance. Je te fais confiance pour utiliser sagement ce que je laisserai derrière moi. Elle me regarda avec fierté. Tu as géré les difficultés avec grâce. Cela en dit long sur ton caractère. Je ne savais pas quoi dire. Après des années à être l'enfant oublié, la laisser pour compte, j'étais soudainement vu. C'était bouleversant. Merci, ai-je finalement réussi à dire. Ne me remercie pas encore. L'expression de grand-mère devint sérieuse. Tes parents pourraient essayer de te faire pression à ce sujet. Sois prête. Elle avait raison. Une semaine plus tard, maman et papa se sont présentés à ma résidence universitaire sans prévenir. Sophie jeta un coup d'œil à leur visage et s'éclipsa, marmonnant quelque chose à propos d'une session d'études. Nous devons parler, dit papa en s'asseyant maladroitement sur la chaise de mon bureau tandis que maman se perchait sur le lit de Sophie. Je regardais mes parents, ces étrangers familiers assis dans ma chambre d'étudiante. Maman avait l'air plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes sous les yeux. Les cheveux de papa semblaient plus gris. « Que voulez-vous » demandai-je, ma voix plus froide que je ne l'avais prévu. Maman se pencha en avant. « Nous avons besoin que tu parles à grand-mère du testament. »« Non. »« Bonjour, non, comment vas-tu » Même pas des excuses, direct à ce qu'il voulait de moi. Pourquoi ferais-je ça ? Je croisai les bras. « Parce que nous sommes tes parents » dit papa, comme si cela expliquait tout. J'ai ri, un son court et amer qui m'a surprise moi-même. Ça ne semblait pas importer quand vous voliez l'argent qui m'était destiné. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Tu ne comprends pas ce que nous avons traversé avec Henri. Non, je ne comprends pas, parce que personne ne m'a rien dit. Je m'assis sur mon lit, gardant autant de distance que possible entre nous. Tout ce que je savais, c'est que je luttais pour survivre pendant que vous me disiez à quel point Henri réussissait bien à l'université. J'avais faim.
Je travaillais à 2 emplois et je n'arrivais toujours pas à joindre les deux bouts. Tu exagères, dit maman d'un ton dédaigneux. Je suis sûr que ce n'était pas si terrible. Quelque chose en moi a craqué. Pas si terrible? Laisse-moi te dire à quoi ressemble pas si terrible, maman. Ça ressemble à finir les restes des clients au café parce que j'avais tellement faim. Ça ressemble à porter les 3 mêmes tenues pendant 2 ans parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter des vêtements. Ça ressemble à pleurer jusqu'à m'endormir parce que mon ordinateur portable était cassé et que je n'avais pas d'argent pour le réparer. Maman pâlit, mais se reprit rapidement. Ton frère avait besoin d'aide. Il a une dépendance. C'est une maladie. Et moi alors? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Juste souffrir en silence pendant que vous mentiez à tout le monde? Papa essaya une approche différente. Amandine, s'il te plaît, dis juste à grand-mère que tu allais bien pendant tout ce temps. Dis-lui que nous t'avons soutenu adéquatement. Je le regardais, incrédule. Vous voulez que je mente pour vous, après tout? Nous sommes une famille, dit-il, comme si cela réglait la question. La famille ne fait pas ce que vous m'avez fait. Je me levai, tremblant de colère. J'ai perdu 9 kilos mon premier semestre. Sophie a dû me prêter de l'argent pour manger. Il y avait des jours où j'étais si étourdi par la faim que je ne pouvais pas me concentrer en classe. Eh bien, peut-être aurais-tu dû nous appeler si les choses allaient si mal, dit papa. J'ai appelé. J'ai supplié de l'aide et maman m'a dit de prendre un 2e emploi parce que j'étais paresseuse. Un silence tendu emplit la pièce. Maman détourna le regard, incapable de le nier. Henri est ton frère, dit-elle finalement doucement. Il a besoin de nous. Et moi non? Ma voix se brisa. J'ai toujours été une pensée secondaire pour vous deux. Henri a eu une voiture, j'ai eu un vélo. Henri a été félicité pour un effort minimal, j'ai été ignoré malgré mon travail acharné. Henri a eu toute votre attention, tout votre argent, tout votre amour. Ce n'est pas vrai, protesta faiblement papa. N'est-ce pas? Soyez honnête pour une fois. J'essuyai des larmes de colère. Vous l'avez choisi plutôt que moi, encore et encore. Vous m'avez laissé lutter et souffrir en investissant tout en lui. Et pourquoi? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce que tout cet argent l'a réparé? Leur silence était une réponse suffisante. C'est notre fils, murmura maman. Et je suis votre fille, criai-je. Où l'avez-vous oublié? Maman se mit à pleurer, se couvrant le visage de ses mains. Papa lui tapota maladroitement l'épaule. Amandine, essaie de comprendre, dit-il. Les problèmes d'Henri sont compliqués. Nous sommes ses parents, nous ne pouvons pas simplement l'abandonner. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je comprends qu'Henri a besoin d'aide. Mais vous avez choisi de l'aider en me faisant du mal. C'était votre décision. Maman leva les yeux, le mascara coulant sur ses joues. Que sommes-nous censés faire maintenant? Henri a encore des ennuis. Il doit de l'argent à des gens très dangereux. Nous avons besoin de l'aide de grand-mère. Ce n'est pas mon problème, répondis-je, me surprenant moi-même de l'intensité avec laquelle je le pensais. Comment peux-tu être si froide? Demanda maman. C'est ton frère. Un frère que je connais à peine maintenant. Un frère que vous avez privilégié par rapport à moi toute ma vie. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Je ne parlerai pas à grand-mère du testament. Vous avez fait votre choix, maintenant assumez-le. Tu es égoïste, dit maman en se levant. Quelque chose en moi se brisa à ces mots, les mêmes qu'elle avait utilisés quand j'avais posé des questions sur l'argent promis par grand-mère. Sortez, criai-je, me fichant de savoir qui dans la résidence universitaire pourrait entendre. Je ne veux plus jamais vous revoir. Vous avez fait votre choix il y a des années. Vous avez choisi votre enfant préféré, maintenant vous pouvez faire face aux conséquences. Ils partirent, maman pleurant de façon dramatique, papa l'air défait. Alors que la porte se refermait derrière eux, je m'effondrai sur mon lit, tremblante. Sophie revint 1 heure plus tard, jeta un coup d'œil à mon visage et s'assit à côté de moi. Si terrible que ça, hein? Pire. Je lui racontai tout. Elle siffla bas. Tes parents sont quelque chose, dis donc. Est-ce qu'ils se sont au moins excusés? Pas une seule fois. Je fixai le plafond. Il voulait juste que je convainque grand-mère de changer à nouveau son testament pour qu'il puisse avoir plus d'argent pour Henri. Incroyable.
Sophie me serra la main. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller de l'avant, dis-je, me surprenant moi-même par la certitude dans ma voix. Me concentrer sur l'école, garder mon travail du week-end parce que je l'aime vraiment, et arrêter de les laisser me tirer vers le bas. Au cours des semaines suivantes, je me suis plongé dans mes études. La liberté de ne plus avoir de soucis financiers constants a changé ma vie. Je pouvais acheter des manuels au lieu de lutter avec les exemplaires de la bibliothèque. Je pouvais manger 3 repas par jour. Je pouvais remplacer mes chaussures usées. Grand-mère appelait tous les dimanches et je me surprenais à attendre nos conversations avec impatience. Elle ne m'a jamais fait pression pour que je me réconcilie avec mes parents, elle m'écoutait juste quand j'avais besoin de parler et me faisait rire avec des histoires de sa jeunesse. Tu sais, dit-elle lors d'un appel, j'étais aussi l'enfant oublié. Ma sœur aînée était la beauté, mon frère cadet le prodige. J'étais juste l'enfant du milieu, personne ne me remarquait. Comment as-tu géré ça, demandai-je. J'ai construit ma propre vie, trouvé des gens qui me valorisaient pour moi. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Comme tu le fais maintenant. Un soir, alors que j'étudiais à la bibliothèque, mon téléphone vibra avec un SMS d'un cousin. As-tu entendu parler de la maison de tes parents? Un appel rapide à grand-mère m'a éclairé. Mes parents vendaient leur maison pour payer les dettes de jeu d'Henri. Ils s'étaient impliqués avec des usuriers cette fois, et la situation était devenue dangereuse. Veux-tu que je les aide? Demanda grand-mère. J'y ai réfléchi un long moment. Non, ai-je finalement dit. Ils ont fait leur choix. 3 mois passèrent sans aucun contact de mes parents. Je ne les ai pas appelés, et ils ne m'ont pas appelé. C'était étrange comme leur absence ressemblait plus à un soulagement qu'à une perte. Le semestre de printemps battait son plein et, pour la première fois, je m'épanouissais sur le plan scolaire. Sans le stress constant de travailler à 2 emplois et de m'inquiéter pour l'argent, je pouvais réellement me concentrer sur l'apprentissage. Ma moyenne générale est passée de 13/20 à 16/20, et mes professeurs avaient commencé à le remarquer. Votre analyse dans ce devoir montre une perspicacité remarquable, m'a dit mon professeur de psychologie après un cours. Avez-vous envisagé de postuler pour le poste d'assistant de recherche dans le département? Avant, j'aurais immédiatement décliné, sachant que je ne pouvais pas consacrer du temps à cela à cause de mes emplois. Maintenant, je me suis surprise à hocher la tête avec enthousiasme. J'adorerais postuler, ai-je dit. Quand les candidatures sont-elles dues? Ce soir-là, alors que je travaillais sur ma candidature, Sophie fit irruption dans notre chambre en agitant un prospectus. Voyage de vacances de printemps à Nice, annonça-t-elle. On est plusieurs à y aller, tu devrais venir aussi. Mon premier instinct fut de dire non, une vieille habitude de l'époque où chaque euro devait être optimisé. Mais ensuite je me suis souvenu que je n'avais plus à vivre comme ça. Tu sais quoi, je suis partante, ai-je dit. La mâchoire de Sophie tomba. Sérieusement? Pas de je ne peux pas me le permettre ou je dois travailler. Non, souris-je. J'ai économisé une partie de l'argent de grand-mère. Je peux prendre des vacances. Qui es-tu et qu'as-tu fait d'Amandine? Rit-elle en me jetant un oreiller. La semaine avant les vacances de printemps, j'ai reçu un appel de tante Catherine, la sœur de ma mère. Amandine, dit-elle, la voix sérieuse, je pensais que tu devrais savoir. Tes parents ont vendu la maison. Ils louent un appartement. Ils ont du mal, Amandine. L'argent de la maison a à peine couvert les dettes d'Henri. Je ressentis une pointe de sympathie, mais la repoussai. C'était leur choix. Je sais. Je ne dis pas que tu devrais les aider. Je pensais juste que tu devrais savoir. Elle marqua une pause. Henri est de nouveau en cure de désintoxication. Programme intensif en internat. Peut-être que cette fois ça marchera. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit, pensant à mon frère. Malgré tout, je ne pouvais pas me résoudre à le haïr. Il était victime de sa propre dépendance, mais aussi de la complaisance de nos parents. Il ne lui avait jamais appris les conséquences, ne l'avait jamais fait faire face aux résultats de ses actions. J'ai appelé grand-mère ce soir-là et lui ai raconté ma conversation avec tante Catherine. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Oui, je crois que oui. » Je me suis surprise de la véracité de mes propos. Je me sens triste pour eux, mais pas responsable. Bien, parce que tu n'es pas responsable de leur choix. La voix de grand-mère était ferme. Concentre-toi sur la construction de ta vie. Et c'est ce que j'ai fait.
Les vacances de printemps à Nice étaient tout ce dont je n'avais jamais osé rêver, soleil, plage, rire avec des amis. J'ai acheté un nouveau maillot de bain sans vérifier l'étiquette de prix d'abord, commandé ce que je voulais au restaurant et me suis même offert une aventure en parachute ascensionnelle. À notre retour sur le campus, bronzé et reposé, une lettre m'attendait dans ma boîte aux lettres. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère et j'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait une courte note: Amandine, nous avons déménagé dans un endroit plus petit. L'adresse est ci-dessous si jamais tu veux nous rendre visite. Henri est de nouveau en cure de désintoxication. Les médecins pensent qu'il pourrait avoir une chance cette fois s'il s'en tient au programme. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi. Nous avons fait des erreurs, de grosses erreurs. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous voulons que tu saches que nous sommes fiers de toi pour t'être débrouillé seul. Avec amour, maman. Pas d'excuses, pas de reconnaissance du mal qu'ils avaient causé, juste un vague aveu d'erreur et une adresse que je n'avais aucune intention de visiter. J'ai montré la lettre à Sophie, qui a roulé des yeux. C'est tout? Après tout ça, c'est tout? Honnêtement, je ne m'attendais même pas à ça. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de mon bureau. Au fur et à mesure que le semestre avançait, je me surprenais à penser de moins en moins à mes parents et à Henri. J'étais trop occupé par mes cours, mon travail du week-end au café, que je gardais parce que je l'appréciais vraiment, et mon nouveau poste d'assistante de recherche. Grand-mère est revenue fin avril, m'emmenant faire du shopping et dîner dans un restaurant chic. « Comment vas-tu vraiment ?» demanda-t-elle au dessert. « Je vais bien, vraiment bien, en fait. » Je souris. Je n'ai jamais su que la vie pouvait être aussi simple. C'est comme ça que ça devrait être à ton âge. Elle tendit la main par-dessus la table et me serra la main. Ton seul travail en ce moment est d'apprendre et de grandir. J'ai reçu une lettre de maman, lui dis-je. Les sourcils de grand-mère se haussèrent. Et pas de vraies excuses. Juste une mise à jour qu'ils ont déménagé et qu'Henri est de nouveau en cure. Vas-tu répondre? Je secouai la tête. Pas maintenant. Peut-être un jour, mais je ne suis pas prête. C'est juste, acquiesça grand-mère. Prends tout le temps dont tu as besoin. À l'approche des examens finaux, je me suis plongé dans les révisions. Mon professeur de psychologie avait laissé entendre que si je maintenais mes notes, je pourrais être éligible à une bourse de recherche d'été. C'était une opportunité que je n'aurais jamais eue auparavant. Un soir, alors que je rentrais à ma résidence universitaire depuis la bibliothèque, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, répondis-je avec prudence. Amandine, une voix masculine vaguement familière. C'est Henri. J'appelle du centre de désintoxication. Une partie de ma guérison consiste à faire amende honorable. Je m'assis sur un banc voisin, ne sachant quoi dire. Je sais ce que maman et papa ont fait, continua-t-il quand je ne parlais pas, utiliser ton argent pour mon jeu. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne le savais pas à l'époque, mais ça ne rend pas la chose correcte. Non, ça ne la rend pas correcte, acquiesçai-je. Je ne demande pas le pardon. Sa voix était ferme. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce qui s'est passé et que je suis désolé pour ma part de responsabilité. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ce banc pendant longtemps, regardant les étudiants passer. Certains avaient l'air stressés, d'autres riaient avec des amis. La vie universitaire normale qui se déroulait tout autour de moi, la vie que j'avais enfin la chance de vivre pleinement. J'ai pensé à l'appel d'Henri. C'étaient les premières excuses sincères que j'avais reçues de quiconque dans ma famille. Je ne savais pas s'il resterait sobre cette fois, ou si mes parents comprendraient un jour vraiment le mal qu'ils avaient causé. Mais pour la première fois, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Ma vie n'était plus définie par leur choix. J'avais ma propre voie maintenant, une voie avec des opportunités, des amitiés et un avenir limité uniquement par mes propres ambitions. Quoi qu'il arrive avec ma famille, j'irai bien.